La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui nous pousse à continuer à se faire. Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans le podcast Et pourtant ça tourne, le podcast consacré au cinéma, à la représentation, à la politique, mais surtout les trois en même temps. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mao. Hello, alors ces derniers temps j'ai recommencé à aller au cinéma, ce qui n'arrivait plus trop depuis quelques jours, mois, années. Donc cette semaine j'ai vu plus de films que ce que j'ai vu en octobre. Bah tant mieux, et je suis avec Marine. Bonjour à tous, et moi du coup j'en profite de ce temps un peu brumeux et neigeux à Paris pour me plonger dans les cinémas et dans les théâtres. Alors, je sors d'une pièce feuilleton en 3 parties que je suis allée voir sur 3 soirs de suite au théâtre de la Tempête qui s'appelle Illusion perdue. Je vous conseille d'y aller. Génial, et je suis votre présentateur Elmar. Moi de mon côté, j'essaye de rattraper un peu tout ce qui est genre film qui sont sur ma watchlist. Il m'en reste 189, donc je suis pas complètement terminé avec cette liste-là, mais voilà. Cette semaine, il a neigé, et personnellement c'est au cinéma où je suis allé me réchauffer. Et malgré une semaine très peu chargée en film, en tout cas pour moi, il y a quand même un film qui, je trouve, a fait beaucoup parler de lui. Après, c'est normal. C'est Gladiator 2. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Et justement, on avait tous un petit avis sur ces films qui ont une abondance de suites. Je trouve qu'on a pas mal vécu ça, en tout cas, cette année. On a eu Beetlejuice, qui est la suite de Beetlejuice, qui est un film qui date des années 80, 90, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 80. On a eu Joker Folia 2, qui était quand même un film qui marchait plutôt bien en tant que film solo. Là, il y a Vaiana 2 qui va sortir. Et Gladiator 2, déjà, l'idée de faire une suite à Gladiator. Mao, toi, t'en penses quoi ? Alors, juste pour une petite introduction, moi j'ai vu Gladiator en 6e puisque notre professeur d'histoire a jugé bon de le montrer à des enfants en cours. Si vous voulez voir toute une classe pleurer, allez dans mes cours d'histoire au collège. Plus sérieusement, je ne comprends pas le principe de faire Gladiator 2, encore plus que de faire Joker, Folia 2 ou Beetlejuice 2, parce que Gladiator, contrairement à Joker par exemple, est un film fini. Il y a vraiment une fin établie à Gladiator. Je ne vais pas dire pourquoi, ce serait du spoil, mais avec la thématique et le lore qu'il a construit, tu ne peux pas faire de suite. Donc quand on m'annonce une suite, je dis je n'irai pas voir ce film. Après on me dit qu'il y a Paul Mescal et Pedro Pascal en jupette. Je dis j'irai peut-être voir ce film. Ce qui fait que je ne l'ai toujours pas vu, mais le concept de faire des suites, surtout quand il n'y a pas de raison de le faire à part la thune, ça m'exaspère de plus en plus. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire une suite. Lorsqu'on fait le premier film, si on ne se dit pas il y aura une suite après, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une suite après, et c'est qu'il ne faut pas faire une suite après parce que la raison est déjà évoquée dans le premier film. Si le film est fini, comme tu disais Mao, il n'y a pas besoin de retrouver une histoire pour reficeler une intrigue plus ou moins bien faite, et parce que généralement c'est catastrophique. Et je n'ai pas vu Gladiator 2 et je n'ai vraiment pas envie de le voir. Je pense que j'irai si jamais j'ai 2 heures de ma vie à tuer et que je m'ennuie profondément. Mais ou alors peut-être par curiosité, je ne sais pas. C'est vrai que je suis très curieuse de voir Paul Mescal en Gladiator parce que je viens de terminer After Sun et il m'a vraiment bouleversée. Ah non, pas After Sun, pardon. Je viens de terminer Normal People et il m'a vraiment bouleversée. Donc ce serait vraiment par curiosité de cet acteur que j'irai le voir. Et j'ai rarement vu Pedro Pascal dans un film, sauf dans le film de Pedro Almodóvar, le court-métrage, j'ai oublié le titre, mais Strange Way of Life. Oui, exactement. Donc, ce serait juste par curiosité pour la performance. Après, sur les suites, j'ai vu la bande-annonce de Vaiana 2 au cinéma. J'ai été extrêmement surprise et je me suis dit, mais pourquoi ? En fait, j'ai du mal à me dire quelle histoire ils vont faire à ce film, parce que pour moi, l'histoire était déjà terminée. J'ai envie de voir une nouvelle histoire, un nouveau monde, pas de revenir dans le monde que je connais déjà. Voilà, c'est vraiment mon point de vue. Je suis très déçue des fois des suites et voilà. Alors moi, j'ai vu Gladiator 2
Et je ne l'ai pas que vu, je suis allé le voir avec mon père, je sais qu'il écoute, gros bisous à toi. Et on l'a vu en avant-première. Donc déjà, en fait, il y avait un petit questionnaire au début de ce que les gens avaient pensé du premier film. Et j'avais entendu des gens dans la salle dire « Ouais, mais voilà, la fin de Gladiator, elle te laisse quand même... elle te laisse en fait, tout simplement, elle laisse le film se terminer. » Et moi aussi, c'était ma question, c'est comment est-ce qu'ils vont reprendre le truc ? Honnêtement, je trouvais que c'était plutôt bien géré. Je vais pas trop révéler, mais sur papier, tu te dis, ça peut marcher. Alors, le film a des défauts, mais la performance de Denzel Washington, moi, elle m'a époustouflé. Alors, je dirais pas que c'est son meilleur rôle, mais il y a un moment, il lâche une réplique sur la politique où il fait « That's politics ». La façon dont il l'a dit, mais la salle a explosé de rire parce que c'est un personnage que t'es supposé détester, mais t'adores le détester. Et c'est pour ça que ça m'a un peu rappelé le personnage de Joaquin Phoenix dans le premier. C'est un personnage que t'es pas supposé aimer, mais moi je sais pas pourquoi, j'ai une affinité avec ce personnage-là. Je trouve qu'il est jouissif dans sa Machiavélie. Alors, est-ce que je trouve que Gladiator 2 était obligé d'exister ? Bien évidemment que non, mais au moins, j'ai passé un bon moment. Genre, j'ai pas été forcément très déçu, mais j'ai pas non plus été, on va dire, sauf Denzel, mais j'ai pas été forcément extrêmement époustouflé par le film. Mais c'est drôle que ce que tu dis, Mao, du film qui, voilà, te dit il y aura pas de suite, et il y en a une. Moi, ça me fait penser à Retour vers le futur. Parce que de base, c'était pas prévu qu'il y ait une suite à Retour vers le futur. Et pourtant, on a eu une suite. Et le 2, pour moi, est le meilleur. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, mon avis sur toutes ces suites, c'est non, mais surprends-moi. C'est ce truc de j'irai très souvent voir les suites. Mais faut que quand je vois la suite, je me dise ok, ça en valait la peine. Je pense par exemple Vaiana, moi j'ai beaucoup aimé le premier. Je suis pas trop d'accord pour une suite. Je suis encore moins d'accord avec le live action remake. Parce que oui, il va y avoir un live action remake de Vaiana. Et ça, je ne comprends pas. Donc voilà, moi c'est un peu mon avis, mais je vois que Mao a envie de réagir. Alors attention, je dis pas qu'une suite est forcément moins bien, je veux dire, que le film original. Bon, après, Star Wars est une saga, mais je préfère par exemple le 5 au 4. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je trouve qu'actuellement, les suites, surtout quand elles viennent 20, 30, 40 ans pour Beetlejuice, après, c'est vraiment une question de pognon. Il n'y a plus du tout le même travail d'orfèvre, ou même le même travail que dans le film de base. Après, Beetlejuice, on retrouve un peu, je trouve que comment il s'appelle ? Tim Burton s'amuse dans son film, mais je vois pas la même sincérité. Et donc je trouve ça dommage en fait de continuer à essorer quelque chose que t'as déjà fait. Je pense au film Disney par exemple. Moi j'avais bien aimé Vice Versa 2 m'a saoulé. C'est Pixar. Oui, mais laisse-moi finir justement, parce que je dis Disney et Pixar, d'ailleurs Pixar a été racheté, et j'ai deux exemples, un film Disney et un film Pixar. Les deux films que j'ai le plus aimé ces dernières années n'ont pas de suite, n'ont pas vocation à en avoir parce qu'ils n'ont pas marché. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail de recherche et d'amour dans un film comme Les Nouveaux Héros qui est de Disney, ou un film comme En Avant de Pixar. Et moi en fait ça me manque que dans les gros studios, il n'y ait plus cet amour ou cette envie de faire de nouvelles histoires. En fait, à se recycler tout le temps et perdre leur sincérité qu'ils peuvent toujours avoir. Je voudrais ajouter que, personnellement, j'ai adoré La Reine des Neiges 2. Comparé à La Reine des Neiges 1, je sais pas si je préfère même La Reine des Neiges 2 à La Reine des Neiges 1. Je pense que je suis un peu... Enfin, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent ce point de vue et qui n'aiment pas du tout La Reine des Neiges 2. Mais j'ai trouvé que, justement, il y avait un gros travail de recherche à recréer toute une mythologie, à recréer tout un monde et des nouveaux personnages, et tout en réutilisant les personnages de base. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est bon, ça va être encore la même chose, des petites chansons et tout, la même histoire. Et au final, j'ai été vraiment surprise par ce deuxième film, et c'est l'une des suites Disney qui m'a vraiment le plus touchée et emballée de ces dernières années. Et donc, je suis un peu mitigée sur ce point de vue des suites, finalement,
parce que il y a eu vraiment un travail de recherche derrière La Reine des Neiges 2 en fait. Et du coup, tu penses quoi du fait qu'il y aura La Reine des Neiges 3 qui va sortir l'année prochaine? Ah c'est une nouvelle qui me surprend parce que je ne savais pas du tout. Ah ouais? Non, je viens de l'apprendre, je m'étais pas renseignée non plus. Mais je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont faire le 1 plus le 2 égale le 3, ou alors s'ils vont faire un 3 complètement indépendant des deux autres deux films, ou alors s'ils vont être vraiment dans la continuité des films et qui vont tous juste poursuivre l'histoire du 2. Comme on parle de 3, ça me fait penser à quand tu parlais de La Reine des Neiges, par exemple, à mes yeux, Toy Story 3 est le meilleur des Toy Story. Mais après, c'est ce que tu disais toi tout à l'heure avec Surprends-moi, Elmar, c'est vraiment, il y a une nouvelle histoire, même si c'est les mêmes personnages, et dans Toy Story 3, je retrouve cet amour qu'ils ont dans le premier et dans le deuxième. Donc s'il y a un amour quand tu fais ta suite, ça me va. Par contre, ça, je le vois moins dans les autres suites, de base. Je suis d'accord, moi j'ai eu un peu cet effet-là avec Kung Fu Panda 4 qui est sorti cette année. J'aime beaucoup les Kung Fu Panda, je trouve que Kung Fu Panda 2 est un chef-d'œuvre de l'animation, mais Kung Fu Panda 4, en fait j'ai pas vu forcément l'utilité, alors que moi en plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films DreamWorks. Par exemple, je trouve que Dragon 2 est génial. D'ailleurs, là récemment, on a vu la bande-annonce du remake live-action de Dragon, qui, Toothless, c'est Croque-Mou en français, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Croque-Mou, il a l'air exactement comme il a l'air dans le film animé, mais tout l'aspect prise de vue réelle, je trouve ça tellement laid. Après, je sais, c'est un teaser. J'espère qu'ils vont faire au moins un effort au niveau de l'étalonnage. Mais pareil, je ne vois pas... L'univers de Dragon a déjà été, je trouve, super bien amené, que ce soit avec sa suite et le 3 qui... En termes d'animation, le 3 est indéniablement le meilleur, mais c'est la moins bonne histoire. Et c'est au moins ça que je peux donner à des films d'animation, c'est qu'ils peuvent toujours faire... ils peuvent très souvent s'améliorer visuellement, alors que les films prise de vue réelle, en fait, très souvent, c'est pour l'argent. Et justement, le truc, même si moi, je suis pas quelqu'un qui a détesté Beetlejuice, tu le sens que ça a été fait pour l'argent. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que surtout que je trouve qu'on a totalement... cet argent, en fait, il peut totalement aller vers des réalisateurs, réalisatrices qui commencent. Et justement, le premier film qu'on va réellement rentrer en détail aujourd'hui est un premier film. Et ce film, c'est Diamant Brut. Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez? Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité? Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vois. Diamant Brut raconte l'histoire de Liane, une jeune fille du sud de la France qui se retrouve à faire un casting pour une télé-réalité et va devenir obsessionnelle sur son image et son envie de notoriété. Le film est réalisé par Agathe Rédinger avec au casting Malou Kebizi, Idir Azougli et Andrea Bescon. Et Mao, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment intéressé, c'est comment est-ce que la réalisatrice a un respect énorme envers son personnage principal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, tu as spoilé mon point. En fait, je trouve que la télé-réalité, c'est un sujet qui est... Enfin, la télé-réalité, les réseaux sociaux, etc., ça commence à être abordé au cinéma, sur Internet, dans les bouquins. Mais souvent, ces filles sont représentées comme des filles perdues, qui n'ont soit pas de caractère ou qui sont soit écervelées. Je prends exprès ce terme qui peut faire un peu polémique parce que c'est souvent quelque chose qui est utilisé. Là, on sent que la réalisatrice a beaucoup de respect pour Liane et que même si peut-être qu'elle n'a pas les mêmes choix de vie qu'elle ou peut-être qu'elle ne comprend pas tout ce qu'elle fait, elle va toujours l'introduire, la filmer, encore une fois avec du respect. Liane, c'est un personnage qui a énormément de caractère. C'est un personnage qui a des valeurs. Elle parle du traitement des femmes, par exemple, dans la télé-réalité, ou de la misogynie de certains participants, qui sont des participants qui sont récurrents dans l'émission. Elle est critique du monde dans lequel elle veut faire partie, parce que du coup, c'est une femme qui attend la réponse
d'une directrice de casting pour faire partie d'une émission. Et même si elle a des étoiles plein les yeux, parce que si c'était quelque chose qui me passionnait ou qui m'intéressait, moi aussi, j'en aurais, je pense. Et j'aurais aussi cette attente qu'elle exprime beaucoup. D'ailleurs, le titre du film Diamant Brut est lui-même hyper équivoque vis-à-vis de ce qu'elle raconte et de la sincérité qu'elle apporte. Je suis totalement d'accord. Et toi, Marine, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu l'as comparé à un film qu'on a parlé la semaine dernière, The Substance. Oui. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus, s'il te plaît ? Oui, exactement. Alors, pendant que j'ai vu Diamant Brut, enfin, pas vraiment parce que j'ai vu Diamant Brut avant The Substance, j'ai eu le même sentiment très étrange par rapport à mon corps lorsque j'ai vu The Substance que lorsque j'ai vu Diamant Brut. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a dans les deux films cette même quête de beauté inatteignable qui correspond au standard patriarcal et tout ça. Et il y a vraiment une idée de transformation de soi, de modification. Et il y a vraiment une scène dans Diamant Brut qui arrive au début du film où elle est chez un chirurgien esthétique et où elle prend des mesures, où elle regarde des implants qu'elle pourrait se mettre sur le corps et tout ça. Et vraiment, ça m'a vraiment bouleversée cette scène et ça m'a profondément touchée. À quel point on est prêt à se transformer chirurgicalement afin de correspondre à un idéal qui est totalement pas du tout naturel, qui n'existe pas, qui a juste été fabriqué par la télé-réalité, par un endroit complètement faux. Et ouais, ça m'a vraiment, vraiment touché cet aspect du film et ce truc du toujours plus, de cette culture du non naturel dans la télé-réalité. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais sur les fiches casting des candidats de télé-réalité, il y a leur poids et leur mensuration qui est affichée. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est complètement fou parce que on n'a pas besoin de savoir ça techniquement et en fait c'est juste des informations pour pouvoir te lyncher après, pour pouvoir te critiquer après dessus et pour pouvoir te dire ah bah voilà au final c'est parce qu'elle faisait tel poids que nanani nanana. Voilà, donc c'est cette fausse idée de la beauté qui m'a vraiment marquée. Et tout à l'heure, je regardais une interview de Agathe Rédinger qui exprimait sa fascination pour la télé-réalité et à quel point c'était vraiment une glorification de la culture du viol, de l'objectification des femmes. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi une présence masculine très très faible dans le film. Il y a très peu de personnages masculins ou alors ils ont très peu de temps à l'écran ou alors ils sont juste en hors-champ. Et je prends l'exemple du personnage de son copain qu'on voit très peu dans le film, même s'il est quand même un personnage assez central, mais il y a assez peu de scènes avec lui dans le film. En fait, le patriarcat est présent dans le film sans vraiment qu'il y ait d'hommes tant que ça à l'écran. Il est juste sous-jacent et c'est horrible parce que ça montre qu'il a vraiment infiltré le monde, le milieu, ce milieu-là, et que c'est les femmes, limite, qui reproduisent ce schéma patriarcal sur elles-mêmes. Et c'est vraiment un poison, quoi. Donc ça m'a vraiment révoltée. Et j'ai été fascinée par la chambre de Liane, c'est ça ? Ouais. Liane, lorsqu'elle colle des strass sur ses chaussures à talons, je me suis dit, vraiment, sa chambre, c'est sa bulle à elle-même où elle est juste ce qu'elle est elle-même. Elle est vraiment habillée juste avec un t-shirt et une culotte. Elle fait pas très attention à son apparence. Et juste, elle est fun, elle est girly pop, elle est paillette, elle est princesse. Et juste, ça m'a vraiment touchée, sa manière très candide de vivre, alors que dans le monde réel, lorsqu'elle sort de chez elle, elle devient juste une poupée plastique complètement transformée, juste faite pour le regard des autres, pour être belle selon les standards, pour être commentée, pour être adulée. Et voilà. Alors, j'ai juste, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à un podcast que j'ai écouté, donc je vais faire une micro-reco de 10 secondes. Il y a un podcast français qui s'appelle le Podcast, j'arrive à prononcer très mal, présenté par Juliette Katz, qui est l'ancienne Coucou les Girls, et elle invite des gens pour parler de sujets de société, et la dernière fois, elle a invité un homme qui a besoin d'être beau pour exister. Donc, il a fait de la chirurgie, etc., et il a 21 ans. Et en fait, dans le podcast, il va dire une phrase, je vais essayer de la retrouver exactement, que je trouve criante de vérité pour certains. Et déjà, c'est très intéressant parce que Diamant Brut, c'est une femme, et là, c'est un homme. Il dit qu'il a besoin d'être beau avant d'être quelqu'un. Ouais, c'est deep. Il y a un truc que je comprends totalement de ce que tu as dit, Marine. C'est sur l'aspect du corps. Les gens qui verront le film comprendront la scène du tatouage
Je peux comprendre que c'est une scène qui peut faire... J'avais oublié cette scène, oh là 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 là. Voilà, moi, genre, de mon côté, quand t'as parlé de cet aspect du corps, ça, c'est la scène qui m'est venue directement. Moi, j'ai apprécié le film. J'ai passé un bon moment, mais je trouve le film assez imparfait. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup d'idées. Et en fait, pour moi, c'est très souvent un truc avec lequel j'ai du mal. C'est quand un film, il a beaucoup de bonnes idées, mais je trouve qu'il n'en fait pas assez avec. Et je trouvais que Diamant Brut faisait ça. Sauf qu'en fait, à la fin du film, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que c'est un film que je ne pourrais jamais comprendre à 100%. Tout simplement par le fait que je suis un homme. Et en fait, je me suis rendu compte que le message était plus important que mon appréciation du film. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film que j'incite vraiment à tout le monde d'aller voir. Voilà, mes confrères hommes, vraiment, allez le voir parce que je pense que ça peut donner une nouvelle compréhension de comment est-ce que les femmes se sentent dans leur corps. Et vu que c'est quelque chose qu'on comprendra jamais, j'espère qu'au moins c'est un film qui va inciter certaines personnes, féministes ou non, et là je parle vraiment du côté masculin, d'avoir un avis qui change, parce que je trouve que même moi qui prétendais déjà être féministe, c'est un film qui m'a quand même fait poser beaucoup de questions et qui a un peu changé ma vision, et je trouve que déjà le fait que le film fasse ça, c'est déjà énorme. Donc oui, j'ai peut-être pas été touché comme j'ai pu l'être avec par exemple Anora ou The Substance la semaine dernière, mais le film en tout cas a un message qui est tellement fort, tellement puissant que en fait je trouve que mon avis dans tout ce truc-là n'a pas vraiment d'importance, et je trouve qu'on devrait laisser un peu plus la parole aux concernés. Donc voilà, ça c'était un peu mon aparté, et j'aimerais aussi parler du fait que la mère est jouée du coup par Andrea Bescon, qui, si vous la connaissez un peu, sur Instagram, elle fait ce qu'elle appelle des posts noirs, qui sont très très durs à lire, mais ce ne sera jamais aussi dur que ce que les gens qui ont vécu dont elle parle, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir une figure aussi importante, je ne sais pas si c'est forcément le mot, mais en tout cas une figure très présente dans la lutte féministe, que j'ai trouvé que c'était un choix de casting qui paraissait très cohérent. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Mao. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc Andrea est du côté militant de la lutte et un peu à l'opposé, si je puis dire, même si je trouve que la mère qu'elle incarne dans le film est une victime de ce système patriarcal, elle est à l'opposé de ce dont elle parle. Elle joue une femme qui, comment dire sans être border, laisse un peu ses enfants de côté, même beaucoup. Quoi ? Totalement. Elle laisse totalement ses enfants de côté. Elle ramène beaucoup d'hommes chez elle. Après, chacun a une sexualité qui lui convient, mais elle n'est pas présente pour ses filles, et surtout, elle est très cassante dans ses propos. Et c'est intéressant parce qu'Andrea, surtout ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une femme qui milite beaucoup pour le droit des enfants. Elle a elle-même été victime de pédophilie quand elle était jeune. Elle s'est fait abuser par un des proches de sa famille. Elle a réalisé une pièce de théâtre qui s'appelle Les Chatouilles, la danse de la colère, qui a été adaptée au cinéma, qui s'appelle donc Les Chatouilles. Donc c'est une femme très 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 engagée vraiment contre l'inceste et la pédophilie. Donc je ne dis pas du tout que la mère dans le film est incestueuse ou pédophile, mais elle ne protège pas ses enfants. Ou du moins, elle n'y arrive pas ou elle n'y arrive plus. Et donc, voir Andrea en ce rôle qui est un peu dissonant vis-à-vis de ce dont elle parle, je trouve que c'était un choix de casting, un peu de l'acabit de mettre Joe Star pour jouer un policier dans Police de Mae Wen. Je pensais pas être père un jour. J'étais sûr de mourir jeune. C'était impossible que je puisse te connaître. Tu es le soleil de ma vie depuis 15 ans. Ouais, mais Yuga. L'explosion de la voiture piégée qui a fait 4 blessés dont un grave. Dans cette lignée de premiers films, il y a un autre film que Marine, tu nous as très très bien vendu. C'est Le Royaume.
Le Royaume raconte l'histoire de Lesia, une jeune fille en cavale, et son père, Pierre-Paul, un parrain de la mafia corse dans les années 1995. Le film est réalisé par Julien Colonna, avec au casting Giovanna Benedetti, Saverio Santucci et Anthony Morganti. Marine, vu que tu nous l'as quand même assez bien vendu, j'ai l'impression que tu as une petite affiliation avec ce film en plus. Oui, j'ai un peu une petite aventure avec ce film parce que j'ai eu l'immense honneur de rencontrer le réalisateur lors d'une présentation en avant-première au cinéma Le Méliès de Montreuil, un cinéma dont je suis l'ambassadrice, et il était là mardi dernier. Et donc on a beaucoup pu parler du film, surtout que Julien Colonna est originaire de Corse, donc c'est une histoire qui lui tient énormément à cœur. Il a grandi dans les années 90, donc vraiment on se demande s'il n'y a pas une dimension autobiographique à ce film. Et on voit, c'est vraiment une lettre d'amour du réalisateur à ce territoire corse, pas forcément, voire même pas du tout, au milieu de la mafia, mais c'est vraiment, il montre la Corse sous un aspect vraiment chaud. On voit qu'il y a une chaleur de l'image incroyable. Il y a le soleil, la lumière, une sensation de chaleur, de langueur. Les personnages sont en sueur, il y a une lumière très zénitale et un grain de l'image très particulier on ressent la fraîcheur de l'eau lorsque les personnages se baignent dans la mer, et il y a tout cet aspect sensoriel de l'image, un aspect plastique, visuel, mais aussi un aspect sonore. Il y a vraiment un gros travail sur le son. On peut parler de la scène de pré-générique, enfin du pré-générique, qui juste, c'est une image noire avec les titres du film et les personnes ayant contribué au long métrage, avec juste un son des cigales qui est très 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 fort et qui est en crescendo. Et on est plongé dès les 10 premières secondes dans l'ambiance du film, rien qu'en écoutant ce son des cigales, qui est très caractéristique de la Corse. Après, pour ce qui est du propos, j'ai l'impression que c'est vraiment un film d'anti-gangster. C'est un anti-film de gangster plutôt, parce que le film présente une violence, mais pas du tout glorifiée, pas du tout sur un aspect esthétique. C'est une violence qui est sale, qui est cruelle, qui fait mal, qui déchire les familles, les relations, les amitiés. Et ça m'a vraiment plu parce que on voit rarement des films qui n'esthétisent pas la violence. Par exemple, tous les films de Scorsese, les gangsters, c'est vraiment les stars, c'est les monstres sacrés, c'est les étoiles et tout ça, tout le monde les adore et tout ça. Donc, et la violence est glorifiée. Enfin, les scènes d'action sont montrées avec de la musique, avec un montage très très rapproché et très très rapide. Donc, c'était vraiment un contraste avec ces films-là dans Le Royaume. Et donc, ça rejoint un peu une question que je me pose, c'est est-ce que la violence, elle peut être esthétisée par le cinéma? Et il y a un film qu'on a vu récemment qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle L'amour ouf de Gilles Lelouch, si vous l'avez vu, je pense... Ah, Mao, tu ne l'as pas vu? Je l'ai vu. Où la violence, elle est vraiment esthétisée, mais là, c'est à outrance. Et il y a Gilles Lelouch qui disait dans un vidéoclub de Combini qu'il adore la violence au cinéma et qu'il veut la rendre belle et que ça le passionne, la beauté de la violence au cinéma. C'est quelque chose qui... Je trouve ça hyper intéressant, les différents points de vue et comment on peut choisir de montrer la violence. On peut presque manipuler le point de vue du spectateur sur certains sujets par le cinéma. Et dans Le Royaume, la violence, elle est cruelle, sale et elle n'est pas du tout esthétisée. Après, il y a une sorte de filiation aussi de la violence dans ce film. Donc le personnage du père, Pierre-Paul, qui transmet malgré lui la violence et tout son passé à sa fille Leïsa, alors que c'est pas du tout ce qu'il veut. Ils ont une conversation magnifique au bord d'une piscine qui est avec des plans larges, très très longs. Enfin, non, des plans, pardon. Avec des plans poitrine très très longs qui durent et qui sont statiques et qui montrent vraiment ce contraste entre la piscine où tout le monde est joyeux et cette conversation qu'ils ont qui est vraiment très sombre et qui parle de leur passé, un peu d'animaux traqués, qui sont prisonniers de leurs propres actions et que leur seule chance de survie, c'est la fuite et la cavale et l'anonymat. Et donc, le père, Pierre-Paul, essaye de protéger sa fille Leïsa de cette violence. Est-ce qu'il va y arriver? À vous, allez voir Le Royaume. Allez voir Le Royaume pour savoir. Et ensuite, le casting du film a été réalisé de manière sauvage, c'est-à-dire que le réalisateur et la directrice de casting ont arpenté la Corse pendant 2 mois afin de trouver leur acteur et leur actrice. Et ils ont trouvé Leïsa, donc Giovanna et Saverio,
assez rapidement, mine de rien, et ça donne un jeu d'acteur extrêmement puissant, ce qui fait que, parce que c'est à la limite c'est pas naturel, mais en même temps c'est mélangé avec un accent corse qui rend les phrases qu'ils disent extrêmement mélodieuses et vraiment très très belles, qu'on aurait pu retrouver nulle part ailleurs en France si les acteurs avaient été français. Et je trouve que c'est un jeu que j'ai rarement vu au cinéma. Voilà, donc ça m'a vraiment plu. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, donc je vous laisse poursuivre. Mao, toi par contre, ce que tu nous as dit, c'est que t'as pas trop apprécié le film. Alors, ça va être un peu dur de passer après, et surtout que tout ce que tu as dit, je valide. En fait, Le Royaume, je l'ai vu, c'est pas l'horaire le problème, hein, parce que des fois, je vois des films très tard où je les aime beaucoup. Je crois que Le Successeur, je l'avais vu à 22h, ce qui est une très mauvaise idée pour voir Le Successeur, et c'est l'un de mes films préférés de l'année. Le Royaume, je l'ai vu. J'ai pas spécialement accroché à sa fin, surtout. Mais c'est un film que je trouve très bon. C'est quelque chose qui me gêne un peu dans la critique, que ce soit française ou internationale, c'est que forcément les critiques elles se veulent objectives, mais elles sont très subjectives. Sauf que ce n'est pas parce que tu n'apprécies pas un film que le film est mauvais. Je ne vais pas citer une de mes consoeurs parce que ce serait un peu de la diffamation, mais je l'ai particulièrement vu sur une critique d'un film dont on a parlé la semaine dernière, où une critique de cinéma l'a descendu parce qu'elle a mal vécu le film. Le film n'est pas responsable du ressenti que tu as en le regardant. Et donc je fais une différence avec le fait que je n'ai pas particulièrement aimé, encore une fois, Le Royaume, mais que d'un point de vue technique, d'un point de vue de sincérité, d'un point de vue de directeur d'acteur, d'un point de vue d'éclairage, de tout ce que tu as dit, c'est très très bon et c'est dans le haut du panier des films qui sont sortis cette année. Après ça, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai quand même été très touchée, c'est vrai, par les acteurs. Donc le fait que ce soit un casting sauvage et des personnes non professionnelles, ça m'a fait penser au film Sherazade. Je n'ai plus le nom du réalisateur, je suis désolée. Où pareil, il avait fait un casting sauvage dans des prisons pour récupérer son acteur masculin. Et en fait, ça marche. Des fois, c'est catastrophique un casting sauvage, mais j'ai beaucoup plus de mon retour. Par exemple, le Péril Jeune, c'est pareil. Du Clapech, Romain Duris a été récupéré dans la rue parce qu'il a des cheveux improbables. Donc, Le Royaume est intéressant à voir pour son interprétation, pour l'histoire qu'il présente, parce que moi, je connais pas la Corse, je connais pas comment on y vit, je ne sais pas les problématiques qui y règnent. Par contre, là, c'est un défaut que je vais donner au film. Autant mon appréciation dépend de moi, mais ça dépend de lui. Je trouve qu'il ne prend pas assez la main du spectateur au début. Je vais le comparer à un de mes films préférés, 120 battements par minute, qui au demeurant n'a aucun rapport, puisque dans 120 battements par minute, on suit des militants d'ACT UP, donc, qui est une association à but non lucratif qui vise à protéger les séropositifs et qui a été majoritairement gérée par des séropositifs. 120 battements par minute de Robin Campillo est un film qui est exigeant. Quand vous le voyez, ça vous mettra que la tête. Mais au début du film, il prend la peine, 10 ou 20 minutes, de vous prendre un peu par la main et de vous dire pourquoi ces personnages font ça. Moi, Le Royaume, j'ai dû attendre 1h30, 1h40 pour savoir, en fait, qui sont ces gens. Alors, ça peut être vraiment un parti pris scénaristique de te mettre un peu dans un flou, mais moi, j'aurais bien aimé savoir au début si c'était un chef de mafia, ou si c'est un indépendantiste. Et en fait, on les voit parler d'armes, on les voit parler de leur casse, on les voit parler d'assassinat commandité, mais j'ai jamais les explications de pourquoi. Et moi, ça me manque. J'ai l'impression que c'est un parti pris scénaristique parce que ça permet au spectateur et à la spectatrice de s'identifier au personnage de Leïsa et parce qu'elle non plus n'est pas prise par la main lorsqu'elle rencontre ce milieu, lorsqu'elle est immergée dans ce milieu de la mafia. Je suis sûre qu'elle non plus ne sait pas quel rôle a son père dans ce groupe. Et moi, ça me plaît justement d'être dans ce flou. Et je comprends que ça ne plaît pas aussi parce que c'est vraiment, tu vois un film et t'es complètement perdu et tu dois faire recoller les pièces du puzzle sans forcément savoir quelle pièce choisir, dans quel sens la mettre, et c'est vraiment des informations qui te sont données au compte-gouttes. Et je salue un peu ce parti pris scénaristique parce que c'est une prise de risque. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont sûrement décroché dès les premières minutes parce que c'est complètement fou. Et mais moi, je salue ce parti pris. Oui, ce que j'allais te dire, c'est que je comprends exactement ton point de vue et je pense que c'est ce qu'a voulu faire le réalisateur. Mais du coup, je trouve ça, d'un certain point de vue, un petit peu dommage.
Surtout que moi, j'aurais vraiment aimé accrocher au royaume parce que encore une fois, toutes les qualités que tu décris, je les vois et elles sont présentes. C'est vrai. Par contre, c'est un film qui est très sincère. Et ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Je vais un peu embrayer rapidement sur les premiers films. Mes films préférés ces dernières années au cinéma étaient majoritairement des premiers films. Et que ce soit des films français ou des films internationaux. Il y a eu Aftersun de Charlotte Wells. Il y a eu Chien de la casse, qui est dans mon panthéon de mes films préférés, que j'ai vu je ne sais même pas combien de fois. Les Magnétiques de Vincent Malcardona, qui a eu le malheur de sortir en même temps que Spider-Man No Way Home, donc personne n'a vu ce film, alors que c'est un chef-d'œuvre qui parle de radio libre sous Mitterrand et de service militaire. Et en fait, cette sincérité que je retrouve moins dans le reste du cinéma, par exemple dans le reste du cinéma américain, je la vois beaucoup dans ces premiers films. Parce que quand on fait un premier film, que ce soit en France ou ailleurs, mais je veux plus me caractériser sur la France, il y a très peu de chances d'en faire un deuxième. J'ai vu une interview, à moins que ce soit une des fois où j'ai vu Chien de la casse en public avec le réalisateur et Raphaël Quenard, donc le réalisateur qui est Jean-Baptiste Durand. Un réalisateur a 20% de chance, ou une réalisatrice évidemment, a 20% de chance de refaire un deuxième film quand il fait son premier. C'est pour ça que, t'en parlais tout à l'heure dans Diamant Brut, il y a beaucoup de défauts dans des premiers films, parce que j'allais le comparer aux Nuits Fauves, où en fait Cyril Collard savait qu'il allait mourir quand il écrit son livre et il réalise son film Les Nuits Fauves. En fait, il y a vraiment cette idée, même si la plupart des gens qui font un premier film ne savent pas qu'ils vont mourir après, il y a vraiment cette idée de je ne sais pas si ça arrivera plus tard que je réalise ça, donc je vais tout mettre dedans. Teddy, même si c'est le deuxième film techniquement des Boukarman, mais c'est leur premier à deux, il y a vraiment tout dedans. Chien de la casse, c'est plus... on va dire c'est plus calme, mais il y a vraiment une beauté dans l'écriture, une maestria. Vraiment, tu sens que ils font ça, c'est de la course en fait. Et en fait, c'est pour ça que j'adore les premiers films, parce que il y a un amour qui est décuplé en fait comparé à d'autres films de réalisateurs de réalisateurs qui sont plus installés. Et c'est pour ça que généralement le deuxième film, il se casse un petit peu les dents. Ça s'est vu avec L'année du requin, même si je l'ai bien aimé, des Boukarma. L'année du requin est bien moins puissant que Teddy, parce que Teddy a fait un gros succès critique, on leur a donné de l'argent, ils se sont dit faut absolument qu'on fasse un deuxième film, si on n'aura pas le temps d'en refaire un. Ça s'essouffle. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir Leurs enfants après eux, même si j'ai pas trop aimé le film, parce que je me dis peut-être qu'on va on va retrouver cette foule qu'ils avaient mis dans Teddy, je n'en doute pas. Le livre, t'avais beaucoup aimé le livre et pas le film. T'as dit beaucoup aimé le film. Ah non, j'ai pas beaucoup aimé le livre Leurs enfants après eux. Ok. C'est très intéressant tout ce que vous avez dit, surtout que comment est-ce que vous avez décrit le film ? Moi, ça m'a beaucoup rappelé les films des frères Safdie, et surtout que là, récemment, j'ai vu le premier film techniquement de Josh Safdie, qui est du coup un des frères Safdie. C'est que eux, pareil, c'est des gens qui font du casting sauvage pour la totalité de leurs films, même si des fois il y a des grosses têtes, Good Times, il y a littéralement Robert Pattinson, mais le reste des acteurs, c'est très souvent des castings sauvages. Et du coup, le premier film, Pleasures of Being Robbed, il y avait ce truc-là. J'espère en tout cas que pour la réalisatrice et le réalisateur dont on parle aujourd'hui, j'espère qu'ils vont pouvoir faire d'autres films. Surtout que, après, j'ai pas vu Le Royaume, mais comment vous me décrivez, je trouve que ça mérite que cette vision soit supportée. En tout cas, moi, je trouve que surtout la vision, pareil, de Diamant Brut, après, pas obligé de faire un film pareil avec ces mêmes thèmes-là, mais en tout cas, il y a tellement une proposition que j'espère que ces gens-là pourront en fait perfectionner leur vision, tout simplement, parce qu'évidemment, on peut pas tout le temps réussir du premier coup. Et en parlant de ne pas pouvoir réussir du premier coup, j'ai un petit film perso dont je vais parler aujourd'hui, c'est Piece by Piece. En Lego, garde l'esprit ouvert. Dès ma plus tendre enfance, j'ai su que j'étais différent. Les gens disaient, mais quel drôle de garçon. C'était décourageant. J'adorais la musique. Elle me mettait en état de transe. Piece by Piece est un film qui raconte tout simplement la carrière de Pharrell Williams, mais en Lego.
Et oui, c'est un documentaire / biopic / fiction sur la vie de Pharrell Williams. Le film est réalisé par Morgan Neville. On retrouve au casting, si on peut appeler ça un casting, Pharrell Williams, Chad Hugo, Gwen Stefani, Timbaland, Busta Rhymes, Jay-Z. En gros, les élites du hip-hop. Et alors, ceux qui ne me connaissent pas, je dois vous apprendre quelque chose. Je suis un fanatique de rap, de hip-hop. J'adore ça. Alors, quand j'apprends qu'il y aura un film Lego sur quand même une partie de l'histoire du rap dans laquelle j'ai baigné, parce que du coup, année 2000, c'est la période où je suis né, c'est comme ça que j'ai grandi avec ces musiques-là, en fait, et j'étais obligé d'y aller. J'avais quand même une petite peur, c'est que Pharrell était quand même producteur du film, donc j'avais peur que ce soit un peu un truc d'ego, ou que justement, ce soit « Regardez, Pharrell, il est trop fort », tout ça. Sauf que non, il y a un moment, Pusha T et Pharrell le disent, on a fait une chanson, elle est nulle, elle est complètement nulle, on n'était pas inspirés, on s'est dit, vas-y, on veut avoir du succès, donc on va le faire. Et en fait, j'étais agréablement surpris. Et en fait, il y a eu déjà une petite part de nostalgie pour moi, parce que déjà, j'étais un enfant Lego, tout simplement. Et entendre, même parce que ceux qui ne savent pas, Pharrell, il n'a pas que produit des chansons de rap, il a aussi produit de la pop pour Gwen Stefani, Britney Spears, et j'en passe. Beyoncé aussi, comment oublier Beyoncé? Mais ça a fait que ça a été juste un rappel de pourquoi est-ce que j'adore la musique. Et l'idée de prendre les Lego viennent du fait que Pharrell Williams, il a la synesthésie, c'est-à-dire que du coup, il peut voir les sons. En tout cas, il peut imaginer et voir les sons avec certaines palettes de couleurs, etc. Et justement, pour lui, c'était prendre des bouts de couleurs de toute sa vie et les mettre dans ses chansons. Et en fait, il voyait ça comme prendre des petits morceaux de plein de sets de Lego et faire son propre truc. Et c'est tout con, mais c'est génial. Et le film, en plus, est très très drôle. Et très 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 drôle. La scène avec Snoop Dogg, ça c'est un truc... Alors c'est un film que vous pouvez aller emmener voir vos enfants, mais la scène avec Snoop Dogg, il y a un moment, il y a des gars qui viennent, qui mettent un spray mystérieux. Le film ne te dit pas pourquoi. Mais quand tu connais Snoop Dogg, tu sais très bien ce que ce spray représente. Et c'est ça que j'adore. Ils ont appelé ça le PG Spray. Le gag est hilarant. Et en fait, ça nous rappelle aussi que Snoop Dogg, c'est vrai qu'il a commencé en étant le gangster méchant, mais que avec Pharrell, il a découvert une facette de lui beaucoup plus douce, beaucoup plus fun, beaucoup plus ensoleillée. Et c'était génial à voir. C'était absolument génial à voir. Et en fait, en tant que fan de hip-hop et juste en tant que fan de musique, ça a été un plaisir. Et je ne m'attendais pas à pleurer devant le film, tout simplement. Il y a un moment, Pharrell, il explique comment est-ce que, en travaillant avec Kendrick pendant le mouvement Black Lives Matter, il a vu une nouvelle facette de sa musique auquel il ne s'y attendait pas. Et il a adoré comment est-ce que Kendrick a pu mettre des paroles sur une instrumentale que pour lui disait déjà beaucoup. Et par-dessus, Kendrick, il a pris le message et l'a quintuplé fois 1000. Et ça a été un moment que j'ai trouvé extrêmement touchant. Déjà, je ne m'attendais pas à voir une manifestation Black Lives Matter en Lego. Et en fait, je suis ravi de voir ça parce que je me dis, s'il y a des gosses qui vont voir ce film et qui peuvent se rendre compte de la puissance de leur art et du fait qu'ils sont uniques. Waouh, j'ai les émotions qui reviennent. Mais j'ai trouvé ça tellement touchant et tellement vrai. Et en fait, j'ai l'impression que c'était ça que le film voulait être. Ok, d'accord, il prend quand même un point de vue assez intense sur Pharrell Williams, mais pendant tout le film, Pharrell Williams, il te dit « Je ne suis pas spécial, je suis juste différent. » Et en fait, je trouve que ça, c'est un truc qu'on devrait tous se dire. Parce qu'on a tous des points en commun, on est tous des êtres humains, mais on a ce petit truc qui fait qu'on sort du lot. Et en fait, c'est juste ça de le trouver. Et c'est ça qui est génial, parce qu'il fait tout autant honneur aux artistes visuels que
les chanteurs, que les rappeurs, que les producteurs, et c'est touchant. Et en fait, je trouve que si on aime juste l'art, c'est un film à aller voir. Donc en tout cas, moi, je recommande Piece by Piece. Je sais qu'actuellement, il y a une grosse mode des biopics, que ce soit Bohemian Rhapsody. C'est pour ça que quand tu as dit que Pharrell était producteur, ça m'a fait penser aux membres de Queen qui étaient producteurs de Bohemian Rhapsody. C'est peut-être pour ça que le film n'est pas spécialement réaliste sur qui était Freddie Mercury et qui te le font passer pour un gros hétéro à part terminé. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il est gay, mais c'est juste, il aime aussi les femmes. Oui, après, oui. Non, je tiens à préciser, c'est une blague, c'est ce que dit le film. Après, c'est vrai, parce que très clairement, quand il a été incinéré, Freddie Mercury, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais c'est son ex-femme qui l'a répandu parce qu'il l'a considéré comme l'amour de sa vie. Mais il était un hétéro, Freddie Mercury, mais c'est pas ce que je voulais dire. Moi, j'aime beaucoup les biopics qui cassent les codes. C'est pour ça que j'ai très envie de voir Piece by Piece, et que mon biopic préféré, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les positions du réalisateur, et encore moins du chanteur dont il parle, c'est Gainsbourg Vie héroïque. Parce que justement, ce n'est pas un biopic, c'est une fable. Parce qu'à la fin de son film, il y a un carton noir où John Sfar, le réalisateur qui est aussi l'auteur du Chat du rabbin et de plein d'autres choses qui sont très bien, il va dire j'aime tellement Gainsbourg que ce qui m'intéresse ne sont pas ses vérités mais ses mensonges. Donc dans Gainsbourg Vie héroïque, tu suis le parcours initiatique de Serge Gainsbourg, joué par Eric Elmosino, qui est donc d'un mimétisme absolu, il a la même tronche que Gainsbourg, mais il est accompagné d'une marionnette qui est le cliché du juif selon les codes de représentation antisémite, qui est très grand, longiligne, avec un long nez aigri, etc. Et d'ailleurs, ça a été critiqué dans le film, parce que c'est pas réaliste, mais moi c'est ça que j'aime bien. Quand tu fais pas un biopic, page Wikipédia. Moi j'ai très hâte de le voir, Piece by Piece, surtout que je suis hyper fan des films de jouets. Et surtout j'ai grandi en regardant les films Barbie, en regardant des films Lego, et vraiment ça me replonge à chaque fois dans une nostalgie incroyable. Et il faut savoir que j'étais une grande fan de Lego aussi jusqu'à beaucoup plus tard que beaucoup d'enfants sont... Enfin bref. Donc j'ai très hâte de voir ce film, et surtout je trouve les films de jouets extrêmement drôles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rarement autant ri que devant La Grande Aventure Lego. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement drôle et hyper fin, et vraiment, ça m'a mis une claque que j'ai aussi pleuré devant La Grande Aventure Lego. Compréhensible. Alors que je ne pleure jamais, enfin très rarement devant les films, et j'ai été touchée par des bouts de plastique animés par un logiciel digital, enfin bref. Et je trouve que les films qui partent d'un univers de jouets réussissent vraiment à capturer toute cette essence de l'enfance et à installer et à la mélanger avec le monde un peu, entre guillemets, adulte, en y ajoutant des petites blagues, en les animant, en les mettant dans des situations que les adultes pourraient rencontrer dans la vraie vie, tout simplement. Ça m'apporte une énorme nostalgie de regarder ces films-là, et ça me fait beaucoup de bien. Donc je pense qu'on devrait aller voir plus de films de jouets, parce que ça fait vraiment du bien. C'est un peu un film doudou. C'est un peu des films doudou, les films de jouets. Surtout que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les films Lego, sauf un, sont assez matures dans ce qu'ils racontent. Moi, je me souviendrai, une de mes répliques préférées vient de La Grande Aventure Lego, où c'est Emmett qui fait « Mais pourtant, ils font des trucs géniaux, ils font des banques, des magasins, des centres aérés, toutes les boîtes de vote. » Attendez une seconde, genre, ce gag-là... En fait, quand t'es enfant, tu comprends pas, mais en fait, c'est drôle, parce que tu vois que Emmett, il est un peu dans sa bulle. Mais en fait, quand il pense... c'est tellement réel, c'est tellement... Et tu t'attends pas d'un film Lego que tu penses va te promouvoir en fait des jouets. Et en fait, tous les films Lego, sauf un, promouvoient vraiment, selon moi, la créativité. Ouais. Même La Grande Aventure Lego 2, qui est assez critiqué, je trouve, est un film qui... En fait, mais moi, je m'y attendais pas, mais les Duplo, c'est aussi bien. Mao, je vois que t'as envie de réagir. Si, c'était une question pour vous deux. Parce que j'ai pas vu, enfin très peu de films de jouets, j'ai même pas vu La Grande Aventure Lego. C'est pour savoir quels sont les 3 films que vous conseillez le plus de jouets. La Grande Aventure Lego, déjà. Oui. Après, j'aimerais bien te conseiller un film de Barbie, après lequel je suis une grande fan de Barbie Casse-Noisette, qui est le premier film Barbie réalisé, et pour moi, c'est l'un des meilleurs.
après Barbie et les Trois Mousquetaires, mais ça c'est parce que c'est un film de mon enfance, donc voilà. Et après un troisième, je pense que je te laisserai compléter Elmar parce que je n'en ai pas à l'esprit. Lego Batman. En fait, ça peut être très con, hein, mais Lego Batman est pour moi juste le meilleur film Lego. Même si je suis très fan de Phil Lord et Chris Miller qui ont fait La Grande Aventure Lego 1 et plein d'autres films, hein, mais vraiment, Lego Batman, je ne m'attendais pas que ce soit un film qui parle aussi bien de solitude, de dépression et de la paternité. Oui. Le film raconte vraiment ça et le raconte super bien. Et c'est pour moi un truc que des films d'animation peuvent faire le mieux, c'est prendre des sujets qui au premier abord peuvent paraître très adultes ou en tout cas très matures et en fait le montre à nos enfants sans cacher en fait l'intensité de tout ça. Et c'est pour ça que Piece by Piece pour moi rentre aussi dans ce niveau-là parce que on t'apprend aussi ce que c'est en fait l'industrie de la musique qui peut des fois être très très dure et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que vraiment Piece by Piece est très mature dans ce que ça dit. Alors il y a quelques gros mots, je ne m'y attendais pas moi-même, quelques-uns sont censurés, d'autres non, mais à chaque fois ça te sort pas du truc parce que en fait c'est juste ils ont interviewé naturellement ces gens-là. Et je suis pas surpris que Jay-Z dans la vraie vie il lâche 2-3 gros mots quoi. Je ne suis pas surpris et pour moi en tout cas pour revenir à ta question j'ai un peu divagué. Lego Batman c'est même je l'avais montré à mon ami Étienne si tu passes par là gros bisous. Il était pas convaincu du film Lego Batman sauf que la première minute est genre une des meilleures premières minutes de film que j'ai vu. L'animation est sublime, les gags sont géniaux. Will Arnett dans Batman était le meilleur choix possible. Donc vraiment, je le conseille. Si vous n'avez pas vu Lego Batman, pour moi, c'est le meilleur film Batman. Oui, c'est pas des films qui prennent les enfants pour des cons. Et non, jamais. Ça, c'est vraiment un truc que je salue parce que le nombre de dessins animés qu'on peut voir où les enfants sont vraiment vus comme des gros débiles qui comprennent pas une phrase construite qui fait plus de 5 mots. Et justement, c'est un véritable respect pour les enfants et ça leur montre des sujets importants et ça les éduque sans forcément leur mettre le sujet sous le nez en mode voilà. Apprenez ça et c'est ça vraiment ce qu'on veut dire dans le film et tout ça. Ça met des sujets comme ça en faisant confiance aux enfants et aux spectateurs et spectatrices sur le fait que ils vont apprendre en même temps que s'amuser. Et est-ce que ce serait pas le but du cinéma finalement ? Ah bah totalement. Et justement, moi je trouve que même c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas trop apprécié La Grande Aventure Lego 2 parce que je trouve que le 2 est un peu plus mature dans son thème. Je trouve que... parce que j'ai pas trop envie de spoiler, surtout toi Mao, t'as pas vu le 1 ni le 2, mais en fait, déjà, après, je suis d'accord que le 2 est un peu maladroit dans ce qu'il veut raconter, mais pour moi, la façon dont j'ai vu ce film, ça parlait d'une certaine façon de l'appropriation culturelle. Ah, je l'ai pas vu, mais il faut que je le voie. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le film de façon différente. Et justement, ne serait-ce pas une force que justement, en fait, le film peut tout autant parler d'appropriation culturelle que d'accepter une part de féminité en nous tous, des relations entre les frères et sœurs. Est-ce que tout ça, c'est pas important qu'un film pour enfants arrive à te parler de ces sujets-là de façon mature, mais pour les enfants. Parce que c'est pas parce que les enfants sont des enfants qu'ils ne sont pas matures. Mmh. Et justement, en parlant de pouvoir du cinéma et mélanger tout ça un peu avec tout ce qui est biographie, Mao, tu vas nous parler d'un film, mais tout d'abord, tu vas nous faire ton petit texte de l'émission. Je te laisse, le micro est 100% à toi. Alors, vous allez voir, on va faire quand même un grand pont entre les sujets, puisque mon texte s'appelle « 15 secondes de plaisir valent pas des chlamydia ». La dernière fois, Paris était sous la neige. De 6h à 6h du soir comme du matin, des flocons sont tombés. Ça a retardé le RERD. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. 30%.
Ce n'est pas le pourcentage de bonnes grosses productions américaines depuis 2 ans, sinon le chiffre serait moins fort. Mais plutôt la proportion de jeunes de 15 ans en Europe qui n'ont pas utilisé de protection lors de leur dernier rapport. Alors oui, tout le monde ne ken pas à 15 ans, ce qui est pas plus mal, quand on voit le nombre d'adultes qui savent toujours pas trouver le clito. À cet âge, je savais à peine faire du vélo. Mais ça révèle une partie de l'étendue du problème. Les jeunes se protègent de moins en moins. Pourtant, j'ai regardé, il n'y a pas de causalité, avec l'âge de la retraite qui recule chaque année. Pour Macron et ses sbires, ça aide le réarmement démographique, mais les IST, elles ont toujours pas posé de RTT. Laisse-moi t'expliquer, Barnabé, si ta capote est trop serrée, que ton engin est congestionné comme de la farce dans un boyau, c'est que le préservatif n'est pas à la bonne taille. Si au contraire ton engin nage dedans comme dans un sac plastique, c'est que le préservatif n'est pas à la bonne taille. Alors oui, je te l'accorde, le prix a explosé. Surtout que si t'en as une grosse, XL, c'est plus cher, t'es désavantagé. Mais dans les lycées, facs et pharmacies, c'est gratuit. Même que des fois, pour des occasions spéciales, ils en distribuent dans les cinémas. Donc s'il te plaît, protège-toi. Plus de sensations, ça vaut pas une grossesse que tu veux pas, une trithérapie jusqu'à ton trépas ou des chlamydia. Alors comme dit Act Up Paris, sur leur iconique panneau en caractères gras, le silence égale mort, le préservatif égale vie et l'amour aussi. C'était génial, merci beaucoup Mao. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du film qui est un peu en lien avec ce poème ? Alors, pour une fois, j'ai fait mon travail dans le sens où j'ai écrit ma critique. Alors que généralement, je pars en impro et je n'ai pas de notes. Ce film s'appelle Act Up ou le chaos. Et généralement, quand je fais mon top de l'année, mon top 1 est toujours un film que j'ai vu la première partie de l'année. Ça fait des années que c'est comme ça. L'an dernier, c'était Chien de la casse. Ça a été Licorice Pizza et Annette, il y a 2 ans, enfin bref. Et là, c'était le successeur. Sauf que j'ai été au cinéma mercredi et du coup, ça a déréglé tout mon classement parce que j'ai un nouveau top 1. Je vais donc vous lire ma critique. Il y a quelques années, j'ai demandé à mon père de m'acheter une Ben & Jerry's parce que j'allais voir un film que je savais tragique et je voulais noyer ma tristesse dedans. C'est 120 battements par minute qui retrace de façon quasi documentaire l'âge d'or d'Act Up Paris au travers d'une sublime histoire d'amour. Ce film m'a retourné, au point que j'ai fait mon oral du bac sur l'association. J'ai passé des heures à me documenter, à éplucher leurs sites et même les archives chez Ardisson. Puis évidemment, le jury a choisi l'autre sujet. Mais j'ai jamais perdu mon intérêt pour Act Up, alors que j'ai toujours pas osé aller aux AG. Puis il y a eu le festival Chéri Chéri et une séance un mercredi à 9h30 du mat de leur documentaire. Je me suis chauffée et j'y suis allée. 1 heure de film. Pas une once de gras. Je me suis prise un uppercut dans les dents. Le documentaire en lui-même est pourtant tout ce qu'il y a de plus classique. L'intro est un crossover de scènes marquantes, monté avec une petite musique. Se mêlent interviews contemporaines et images d'archives de manifs, âgés, d'engueulades, beaucoup d'engueulades, qui se répondent. Bref, une forme qui n'invente pas grand-chose. Et pourtant, il y a une force de frappe dans Act Up ou le chaos qui est démente grâce au dynamisme ambiant, du montage, du propos et de son rythme et ses images. Ce n'est pas être idéaliste que de dire que Act Up a révolutionné un monde, a fait bouger les lignes grâce à son exubérance face au nombre. C'est grâce à Act Up Paris qu'on a eu les trithérapies en France et en Europe, qu'il y a eu de la prévention à la télé, qu'on a médiatisé la lutte contre le sida grâce à leurs ZAP, des actions rapides, coups de poing, des daïns dans la rue à la capote sur l'obélisque. Le documentaire nous montre ces images, les replace dans leur contexte et bien plus encore. J'ai découvert certaines choses alors que je pensais avoir tout épluché sur le sujet. Puis surtout, ce qui m'a séduit au point d'en avoir les larmes aux yeux pendant 1 heure, c'est la beauté de ces portraits humains. Des interviewés, qui sont des anciens présidents, archivistes, activistes, ministres et militants décédés trop tôt. Je peux parler des archives de Clousvelay, mort à 30 ans. Il y a 30 ans, illustre président de l'association, dont on a jeté les cendres à ses demandes sur les repas des assureurs qui refusaient la protection sociale au repos. À la base, il avait même demandé d'être embroché sur le portail de l'Élysée. Mais j'ai pas envie d'en raconter trop. S'il a une sortie sale, déplacez-vous, je vous promets, ça fait des remous. Waouh, merci encore beaucoup, Mao. En vrai, moi je suis très content que ce genre de film existe parce que c'est vraiment... En fait, tous ces films-là, on le sait bien, le but c'est briser le tabou autour de ce sujet-là. Et justement, je vais aller le voir. Ça c'est fait, ça c'est acté. En plus là, je l'ai dit sur le micro, donc Elmar du futur va voir le film. C'est super important je trouve en tout cas, de supporter ce genre de projet.
est-ce qu'il ne serait pas l'heure de passer aux recommandations culture de la semaine? Parapimpin. Ouais, j'ai fait moi-même le propre jingle. De mon côté, nous avons le nouvel album de Doechii. Oui, encore une fois, Elmar parle de rap, mais je trouve que c'est un album qui est exceptionnel. J'aurais pu vous faire un résumé comme j'ai pu faire pour Chromacopia la dernière fois, mais c'est un album qui parle pour lui-même. Et voilà, encore une fois, une sublime représentation de la bisexualité. On aime ça. Et encore une fois, merci Doechii d'avoir fait un album que je trouve, en fait, est musicalement très très puissant et elle est très très drôle dans ses paroles sans jamais manquer de substance. Très souvent, ses punchs les plus drôles sont aussi celles qui font le plus réfléchir. Donc allez écouter, s'il vous plaît, allez écouter, c'est disponible de partout. Si vous avez une plateforme de streaming, même sur YouTube, ok, vous allez vous taper une pub, mais ça en vaut la peine, la musique est bien, tout simplement. Et voilà, c'était tout pour moi, Mao. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de France Culture, là je vous parlais de théâtre. De 2 pièces, plus précisément. Une que j'ai vue hier soir et une que je vais voir ce soir. Et attention, je ne fais pas partie des critiques qui vous parlent de choses qu'ils n'ont pas vues, puisque cette pièce tourne depuis 2 ans. Malheureusement, je crois que ce sont les dernières. Et je l'ai vue donc il y a 2 ans. Donc, celle que je vais voir ce soir s'appelle « J'aurais mieux fait d'utiliser une hache », qui est mise en scène et écrite par le collectif Mind the Gap, qui est donc un collectif d'artistes qui sont incroyables. Donc, de quoi ça parle ? On fait un podcast, donc c'est assez proche, enfin le premier acte, puisque c'est donc 3 actes. Le premier, il ne se passe rien au plateau. Il y a juste des stations de doublage, de bruitage plutôt, avec des pecnos qui frottent des mousses, qui frottent de l'aluminium et toutes sortes de choses, et une voix off qui recrée l'exécution d'un camp scout par un tueur avec un couteau. Non, une hache cette fois. Le deuxième acte est une femme qui se fait trucider dans sa cuisine. Et cette scène est jouée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vais pas trop en dévoiler, mais en répétant ces choses-là, il vous montre au fur et à mesure comment on crée l'horreur et le genre au théâtre. C'est complètement burlesque, c'est complètement pop, c'est vraiment génial. C'est fait de bric et de broc. On sent l'amour qu'a le collectif pour sa pièce et c'est génial à voir. Et sinon, hier soir, j'ai vu la réunification des 2 Corées qui tourne aussi depuis des années, mais par contre, il y a plus de dates, de Joël Pomera, qui est une réflexion sur l'amour, puisque ça ne parle pas de Corée. Vous suivez plusieurs sketchs, enfin plusieurs petites histoires sur des couples, des parents, des professeurs. Et moi, ce que j'aime au théâtre, c'est vraiment le texte et les sentiments qu'il y a dedans. Donc, j'ai parlé avec des gens qui n'ont pas spécialement accroché à la pièce, mais alors, l'intensité de ce qu'a écrit Pomera et de la mise en scène, c'est une pièce qui se passe complètement dans le noir, d'ailleurs. Enfin, la salle est complètement dans le noir. C'est incroyable. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu nous conseilles aujourd'hui ? Moi, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous reparler d'une série Arte que j'ai découverte cette semaine et qui s'appelle Ceux qui rougissent, donc une série de Julien Gaspard Oliveri qui joue dedans également. Et donc, ça raconte l'histoire en 8 épisodes très très courts de 10 minutes chacun. Donc, vraiment, on ne peut pas avoir l'excuse de « j'ai pas eu le temps » parce que 10 minutes, c'est très rapide. Et donc, ça met en scène un groupe de lycéens et lycéennes, je pense qu'ils sont vers la première à peu près, durant leur cours de théâtre. Et donc, leur professeur habituel est absente et se fait remplacer par un nouveau prof, donc joué par Julien Gaspard Oliveri. Et ces lycéens et lycéennes répètent la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et Julien Gaspard Oliveri, donc le nouveau professeur, va donc leur faire aimer le théâtre et les faire se découvrir eux-mêmes à travers le théâtre. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point les cours de théâtre, ça te fait plonger dans un monde complètement imaginaire et ça te fait du bien parce que la série se déroule intégralement dans un gymnase et c'est un huis clos dans un gymnase avec une lumière hyper blanche, hyper crue qui ne correspond pas du tout à... c'est pas du tout chaleureux, c'est pas du tout théâtral, c'est juste un gymnase avec des paniers de basket. Et ils arrivent à recréer toute une scène, tout un monde intérieur et imaginaire dans un endroit complètement inapproprié. Et j'ai trouvé ça vraiment très très fort et ça m'a redonné envie de faire du théâtre, tout simplement. Il a vu Le Cercle des Poètes Disparus, le réalisateur de la série ?
Probablement parce que ça m'a vraiment fait penser à ça. Et il a vraiment cette même figure de gourou qui... Ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça bien que tu mettes le mot gourou sur Kit Yang, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Est-ce qu'il se passe des choses en ce moment dans votre vie que vous aimeriez faire un peu une publicité ? Alors, la dernière fois, j'ai fait mon 4e remplacement dans la troupe des Time Slips, donc toujours les slips du temps, la troupe Stiogaland. D'ailleurs, c'est possible qu'on réalise un zine qui sortira en décembre, dont il y a un article consacré au Rocky Horror et à la troupe des Time Slips. Alors, je dis que je suis en remplacement parce que je ne fais pas officiellement partie de la troupe. On verra au bout de 5 séances ce qu'en pense la troupe. J'ai joué Eddie et Dr. Scott, qui est le rôle qui m'a le plus éclaté à faire, contrairement à l'autre que j'ai fait aussi, qui était très bien, mais je me sentais moins en phase avec le personnage, si je puis dire. Et voilà. Sinon, en vrai, je vais pas t'en parler de moi parce que les time slips, ils sont incroyables. Donc, que je joue ou pas, que je sois prise dans la troupe ou pas, allez voir les time slips les samedis à 21h au Galand. Arrivez avant, sinon vous ne pourrez pas rentrer. Ils sont bénévoles, ils sont incroyables. Et voilà. Bon, après, ça coûte cher, c'est 17 €. Je sais que tout le monde ne les a pas, surtout les étudiants. Si vous avez un peu d'argent de côté, allez-y. Et puis aussi une troupe le vendredi. J'y suis allé, voilà, si vous avez les moyens pour y aller, ça en vaut la peine, complètement. Marine, de ton côté ? Moi, je voudrais vous parler d'une avant-première au Méliès de Montreuil, bien évidemment. Mardi prochain, le 26 novembre, précisément à 20h15, l'avant-première d'un film que j'ai déjà vu 2 fois et que je vais aller revoir une 3e fois, tellement j'ai adoré. C'est sûrement l'un de mes films préférés de cette année 2024. C'est tout simplement Les Reines du drame d'Alexis Langlois avec Bilal Hassani, Gio Ventura ou Louisa Aura. Et c'est un film incroyable. Il dure, je pense, moins de 2 heures. Donc, si vous avez le temps, allez-y, foncez. En plus, au Méliès, la place est à 4 € pour les étudiantes moins de 26 ans. Mais je pense que en soirée, c'est 4 € aussi. Donc, à revoir, mais le tarif est très abordable. Et en plus, comme c'est une avant-première, il y a l'équipe du film, toute l'équipe du film qui sera présente pour un débat après le film. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Ça vaut tellement le coup et c'est un film qui fait tellement de bien. Donc, j'ai déjà très hâte de retourner le voir mardi prochain. Je vais taper mon meilleur selfie avec Bilal Hassani. De mon côté, le 30 novembre, je sors une chanson intitulée Owl in the Night. Normalement, là pour l'instant, j'ai pas encore annoncé officiellement la sortie, mais là je le fais. Mais par le temps que le podcast sort, j'aurai sorti la chanson. Donc ce sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. Écoutez-la, amusez-vous, et si jamais vous voulez me faire des retours, c'est avec grand plaisir. C'était tout pour nous aujourd'hui. J'aimerais encore une fois remercier Mao, Marine, évidemment Robin pour le son, Charlie également, Romain qui est venu nous voir au début de l'émission. Il est parti, oui, mais on le remercie quand même, sa présence était magnifique. Je suis votre présentateur, Elmar. Allez voir des films, regardez de l'art, appréciez l'art et faites votre propre avis. Et c'était tout pour Et pourtant ça tourne. Bonne route, partenaire. Vous partez quand ? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.